tout le monde en ligne. Mais... Sans voir tout le monde en ligne. Alors, il y a des caméras, il y a une caméra ici, tu vois, et il y a une caméra là. Et donc, les gens peuvent nous voir. On peut peut-être se présenter en attendant. On peut se présenter. Ouais. Toi. Ok, donc moi, je m'appelle Nicolas. Je suis la logeuse, parce que je suis le patron de Renaissance Numérique, le président de Renaissance Numérique en titre, et de Spin Tank, chez qui on est aujourd'hui, au Tank dans le 11e arrondissement. Donc, une des raisons qui explique notamment le léger retard avec lequel on commence, c'est que nous sommes rue Alexandre Dumas, donc juste à côté du cortège de la manifestation d'aujourd'hui, ce qui fait que l'assistance et l'invité qui est avec nous aujourd'hui, Charlène Biondi, sont extrêmement héroïques d'avoir réussi à venir jusqu'ici, puisque c'est pas complètement évident en fait d'arriver à remonter jusqu'à la rue, etc. Mais manifestement, voilà. Je ne garantis pas que ce soit évident non plus d'en sortir, parce qu'on ne garantit pas non plus l'état de barrage policier et de gaz lacrymogène en sortie. Voilà. On va parler de démocratie. Mais du coup, on va parler de démocratie, on va parler de décoder, on va parler d'histoire, on va reprendre un petit peu de hauteur et aller dans la Silicon Valley. Voilà, donc Jean, à toi. On avait commencé par se présenter un petit peu. Donc Jean Catan, secrétaire général du Conseil national du numérique. Merci beaucoup à Renaissance de nous avoir associés à ce cycle pour sa reprise en 2023. On est vraiment très très heureux de ça. D'échanger autour de livres, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît énormément. C'est des événements qui marquent l'actualité dans un domaine où beaucoup de gens en fait sont très attentifs aux productions littéraires. Et on est particulièrement heureux de vous accueillir pour la reprise de ce cycle. Donc vraiment, merci infiniment. J'ai un petit mot d'intendance avant de démarrer. Effectivement, c'est un cycle qu'on avait créé il y a très très longtemps, en 2018 ou 2017 même presque, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Aux sources du numérique, dans l'idée que c'était bien d'avoir des rencontres avec des gens qui prennent le temps d'écrire un livre sur les sujets de société numérique. On a rencontré plus d'une cinquantaine de personnes, puis en 2022, on s'est un peu épuisé après des années de Covid qui avaient du mal à retrouver ce rythme. Le dernier qu'on avait fait, c'était en 2021. On est très content de le relancer dans un partenariat, une discussion Renaissance numérique, Conseil national du numérique. Dans cette ambition, on s'est retrouvé d'animer la discussion et le débat avec des rencontres avec ceux qui prennent le temps, la joie et l'effort de contribuer par des formats d'un gros pavé un peu ancien, enfin pas d'un gros pavé, au cas d'espèce, on a vu plus gros et moins digeste en plus. Voilà. Donc on est très content de le faire. On reprend ça. On va les héberger au Tank comme on le faisait, sauf que le Tank a déménagé. Donc pour les prochaines éditions, comme pour celle-là, ça sera au 32 rue Alexandre Dumas et en coprésence en digital. Et j'annonce peut-être d'ores et déjà les prochains qui seront le 18 avril avec Anna Lombert sur un livre qui s'appelle Schizophrénie numérique. Donc là, on a la contre-histoire. Ensuite, la schizophrénie, on va faire toutes les sciences sociales, l'histoire, la psychologie, etc., etc. Et puis, fin mai, le 30 mai, on se coincera dans Zoom avec Hubert Guillot. Qui est, je crois, en ligne. Dont j'ai commencé la lecture et qui nous reparlera de ces années Covid et du sujet du télétravail. Mais aujourd'hui, on est avec vous. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Donc, pour décoder, donc voilà, l'ouvrage qui est là. Vous voyez, on est vraiment en format club de lecture, c'est-à-dire la lecture stabilo à la main. Et voilà, on pourra se prendre au jeu peut-être dans le cours de cette heure à venir. Mais peut-être vous présenter d'abord. Donc, vous êtes docteur en sciences politiques. Voilà. Voilà. Et peut-être vous laisser vous présenter, puis présenter un petit peu d'où sort cet ouvrage, d'où il vient, quelle est sa genèse et quelle est la vie qu'il poursuit aujourd'hui, puisque la vie après publication est très importante. Donc voilà, peut-être dans vos mots, comment est-ce que cet ouvrage est apparu? Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment, vraiment honorée et aussi très heureuse d'avoir affaire à ce format qui est finalement assez rare du club de lecture et en même temps un club de lecture un peu particulier parce qu'on est quand même à Renaissance numérique et au CNUM, donc c'est un club d'initiés. Alors effectivement, je suis docteur en sciences politiques. J'ai fait ma thèse, j'ai fait une double thèse en sciences politiques et en théorie politique, ce qui est un peu de la philosophie politique. Aux États-Unis, à l'Université de Columbia et au CEVIPOF, enfin à Sciences Po, mais au sein du laboratoire
du CEVIPOF. Et cet ouvrage décodé, c'est un peu, c'est pas tout à fait une synthèse de ma thèse, mais disons que ça en est très largement extrait. Du moins, l'argument que j'y développe, c'est une partie de l'argument que j'ai développé dans mes travaux de recherche universitaires. Et alors, pour vous présenter l'ouvrage, ou plutôt sa genèse, sans trop répéter ce que j'ai dit à l'intérieur, je me suis dit que ce que je pourrais faire, c'est peut-être vous raconter comment j'en suis arrivée à ce sujet, parce que le numérique, c'est pas forcément le sujet de prédilection de la philosophie politique. Et puis comment j'en suis arrivée à développer l'argument qui s'y trouve. Et en gros, mon thème de recherche, c'était les enjeux politiques de la transformation numérique. C'est-à-dire, ce que j'ai cherché à comprendre, c'était ce qui change d'un point de vue politique avec l'essor et surtout l'adoption massive des nouvelles technologies. Et j'entends évidemment politique au sens le plus large du terme, c'est-à-dire à la fois comme l'organisation sociale, comme les règles du vivre ensemble, et puis comme l'exercice effectif du pouvoir. Et mes premières interrogations à ce sujet, elles ont émergé d'un premier travail universitaire que j'avais fait alors que j'étais en master sur Edward Snowden. Donc Edward Snowden, c'était déjà il y a 10 ans. En mémoire, c'était un peu après, mais les révélations d'Edward Snowden, ça remonte à 2013. Et à l'époque, Edward Snowden, il travaillait pour les services de renseignement américains, pour la NSA, et il avait publié des archives top secrètes qui apportaient la preuve effective que toutes nos données, toutes les traces numériques que nous laissons à chaque fois qu'on utilise un appareil sont collectées par les services de renseignement. Et à l'époque, ça avait provoqué une sorte de consensus au sein du milieu universitaire et pas que, y compris journalistique et politique, un consensus sur le fait que ces pratiques de surveillance numérique, ça créait forcément une menace grave, fondamentale pour l'ordre politique, et justement politique au sens large, je venais de le définir. Et moi, j'ai été vraiment fascinée par ces débats qui avaient lieu à l'époque, et à tel point que quand j'ai commencé ma thèse, au départ, mon sujet de recherche, c'était, je voulais comprendre les conséquences de la surveillance pour la démocratie. Et en gros, je me disais, si la surveillance donne effectivement à l'État des pouvoirs d'intrusion dans la vie privée qui sont tels que potentiellement la démocratie libérale est menacée, et si en même temps, à l'âge des réseaux sociaux, on participe à cette forme de surveillance de façon si volontaire et si presque consciente, alors où est-ce qu'on va, vers quel genre de régime, etc. Et donc, c'est ces questions que je me suis posées au départ, mais où en fait, à peine j'avais mis le nez, j'ai envie de dire, enfin, pas à peine, mais au bout de quelques mois de recherche et de lecture au sein du corpus de ce qu'on appelle les surveillance studies, c'est-à-dire qu'en fait, le corpus de la théorie critique du numérique, parce que la surveillance, c'est le sujet principal de la technocritique aujourd'hui, je me suis rendu compte que on avait déjà répondu à cette question. Et c'est à travers ces lectures que j'en suis arrivée à faire cette, je dirais, taxonomie en 3 parties qu'on retrouve un peu dans la première partie du livre, qui montre que, d'abord, premièrement, les technologies numériques ont donné lieu à des nouvelles pratiques de surveillance, qu'elles ont le plus souvent été mises en place dans le cadre d'un secret d'État dans la lutte antiterroriste, parce que c'est ce que j'ai appelé à un moment la surveillance comme instrument du pouvoir souverain, du pouvoir de l'État. Deuxièmement, ces théories de technocritique de la surveillance, elles ont montré que cette collecte massive de données et leur traitement algorithmique, elles ont effectivement remodelé ce qu'on a appelé des nouvelles pratiques de gouvernementalité, pour reprendre l'expression de Foucault, mais en gros, sous l'impulsion des GAFAM qui ont produit à des fins commerciales et publicitaires une forme de contrôle quasi fluide et imperceptible des masses. On a découvert cette nouvelle forme de technopouvoir qui finalement se prête aussi bien à l'industrie qu'aux États. C'est ce qui a été reproché. Et troisièmement, que l'adoption de plus en plus rapide et massive des technologies mettait en jeu quelque chose de beaucoup plus profond, j'allais dire de beaucoup plus intime, de l'ordre de l'intime pour l'individu, et qu'à travers ces pratiques de surveillance sociale, de ce que les Anglais appellent la self-surveillance, à savoir à la fois surveillance de soi sur les réseaux, mais aussi surveillance de l'autre, exposition, enjeu de visibilité sur les réseaux, eh bien, finalement, on était arrivé à une ère de culture de la surveillance. Et ça, c'est une idée assez importante et plutôt assez impopulaire, parce que derrière cette culture de la surveillance, il y a l'idée que
malgré tout, la surveillance ne conduit pas simplement à la fin du libre arbitre, comme on l'annonce souvent, mais finalement, l'individu trouve son compte. Et donc, dans la surveillance, on retrouve une sorte de capacité agentielle, de nouvelles tactiques de soi, où on se construit, y compris sa propre identité et sa propre individualité, grâce à ces réseaux. Et bref, une fois que j'avais fait le tour de ce champ universitaire, enfin de ce champ critique, plutôt de ce champ technocritique, je me suis rendu compte qu'en fait, cette taxonomie, elle mettait en évidence quelque chose qui remettait complètement en question mon point de vue de départ, qui est que finalement, la surveillance, c'est une coquille vide pour comprendre les enjeux de la politique numérique, enfin, les enjeux politiques du numérique, pardon. Parce que elle n'est jamais rien d'autre qu'une matérialisation d'une forme de pouvoir, qui soit le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'industrie ou le pouvoir de l'individu. Et elle est certainement pas une conséquence de du numérique, mais simplement la matérialisation de l'instrumentalisation de la technologie par X ou Y. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de l'impossibilité de répondre à ma question. Qu'est-ce qui change d'un point de vue politique avec le numérique ? Impossible d'y répondre tant qu'on considérait la technologie comme un instrument, comme l'instrument indéterminé d'une forme de pouvoir. Alors, pour le dire concrètement, je n'en suis pas... plutôt pour donner un exemple concret, cette prise de conscience, elle n'était pas uniquement théorique. Je pense que c'est quelque chose dont on fait l'expérience. En tout cas, moi, je l'ai faite presque dans ma chair, parce que j'ai tellement voulu croire au moment où j'ai découvert Snowden et la technocritique de la surveillance par l'État, etc., qu'il se passait quelque chose de fondamental, qu'il fallait se battre contre la surveillance de masse, etc. Et puis finalement, comme tout le monde, moi aussi, j'étais là le 13 novembre, et le jour où on s'est dit que c'est grâce à la captation des données qu'on pourrait peut-être remonter le fil des réseaux terroristes, je me suis rendu compte que les lectures unilatérales, ça marchait pas. Et que la surveillance, que cette façon de regarder la surveillance, et surtout l'enjeu du numérique simplement comme une instrumentalisation de la part de l'État, c'était toujours à double tranchant. De la même façon, sur la société d'exposition dans laquelle les réseaux nous avaient plongés, qui potentiellement provoquait une forme d'assujettissement. Enfin, j'ai quand même quitté Facebook, j'ai fait plein de choses comme résolution en 2015, il me semble. Pour effacer ça, quelques années plus tard, moi aussi, j'ai vécu le hashtag MeToo, le Black Lives Matter, et c'est devenu évident, c'est devenu quelque chose de presque de personnel, que cette surveillance, elle comportait aussi une dimension productive au sens le plus pur du terme, et au sens productif, au sens d'émancipation, y compris d'émancipation contre l'oppression. Et donc, face à ces contradictions, pour reprendre un terme tech, j'ai bugué. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer dans la première partie de mon livre. C'est qu'en faisant une lecture instrumentale des enjeux du politique, on peut finalement que se mordre la queue, on peut que tourner en rond et conclure que finalement là où tout semble changer, rien ne change. Parce que si on dit que l'instrumentalisation du numérique par l'État crée une menace totalitaire, mais qu'en même temps, l'instrumentalisation du numérique par le droit fait aussi que l'État libéral peut se protéger grâce à la tech d'une tendance illibérale du terrorisme, et que là où l'instrumentalisation du numérique par le capitalisme pose une menace fondamentale pour la liberté de l'individu, mais qu'en même temps, des groupes sociaux comme les femmes, comme d'autres minorités, peuvent, grâce à la même instrumentalisation de cette même technologie, s'émanciper, finalement, voilà, c'est ça, on se mord la queue. Et donc moi, j'ai voulu, sans faire de politique, dépasser, en tout cas, à en finir avec ce « en même temps ». Et donc j'ai voulu trouver une méthode, un moyen de poursuivre l'analyse politique des effets du numérique sans limiter ces effets précisément à des manifestations qui seraient strictement circonstancielles, ou du moins circonscrites à une forme d'instrumentalisation spécifique. Et dans ma réflexion, il y a un livre qui a créé une sorte de déclic. Alors c'est bizarre que je le présente comme ça, parce que je pense que cette théorie, j'adhère pas du tout, je me considère pas du tout comme une descendante de ce livre, mais c'est juste, il se trouve que c'est arrivé comme ça. C'est le livre de Shoshana Zuboff qui est paru en 2019,
sur le capitalisme de surveillance. Et en gros, malgré toutes les réserves que j'ai sur cette théorie, notamment sur sa conception du pouvoir, ce que dit Zuboff, pour ceux qui l'ont pas lu, c'est que Google, et à la suite de Google, l'ensemble de la data économie, de l'économie des données, a fait que la surveillance des données est devenue le business model, le modèle économique par excellence de l'ère numérique aujourd'hui. Plus personne ne peut faire l'économie. En gros, ce qu'elle dit, c'est que on a besoin des données pour faire tourner le monde aujourd'hui. L'État en a besoin pour assurer sa sécurité, l'économie en a besoin pour produire de la valeur, et qu'en fait, il n'y a plus aucun... alors ça, j'extrapole un peu de ce qu'elle dit, mais c'est ce constat-là que j'étais obligée de faire en finissant ce livre, qui pour le coup est un pavé, hein, je sais pas moi, à peu près 500 pages, 450, mais... Ou peut-être même 600 pages avec les notes, parce que bon, ça c'est une ressource formidable, mais il y a des notes énormes. C'est ce constat-là qu'on a besoin des données pour faire tourner le monde aujourd'hui qui a un peu fait vriller ma réflexion. Et en fait, je me suis dit, en fait, on peut remplacer les données par la surveillance. On a besoin de surveillance pour faire tourner le monde aujourd'hui. Surveillance des données au sens le plus non contentieux du terme, c'est-à-dire surveillance en tant que captation et enregistrement du réel, traduction du réel en données. C'est ce que fait la technologie numérique, sans forcément qu'il y ait une entité qui observe, c'est juste comment ça fonctionne le numérique, c'est qu'on traduit le réel, enfin on traduit le monde physique en données, on l'enregistre et on la traduit en données numériques. Ça, on peut appeler ça de la surveillance. C'est comme ça que c'est défini c'est comme ça que la surveillance est définie dans les surveillance studies. Et cette idée, c'est donc devenu mon nouveau point de départ, et c'est un peu ça qui a structuré ma réflexion. Alors c'est cette idée que le numérique et l'attraction du monde en données, pour ceux qui ont lu mon livre, vous voyez que ça arrive assez tard. En fait, je me dévoile. C'était l'idée, c'était l'hypothèse première, c'est ça qui a fait que j'ai restructuré tout mon travail de la façon dont c'est structuré aujourd'hui. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu, entre guillemets, reformuler le problème des enjeux politiques de façon un peu plus apaisée. Ce que je veux dire par apaisé, c'est détaché de tous les scandales un peu de surface. Parce qu'une fois qu'on se dit que la surveillance est inévitable, qu'elle est le propre du numérique et qu'elle n'est plus la conséquence de son instrumentalisation, on n'a plus besoin de s'indigner. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller au-delà de l'indignation, de l'instrumentalisation de la surveillance par un ou un autre. Et c'est un peu ça que j'ai pris comme parti pris. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une autre forme, enfin, puisque je ne veux plus m'en tenir à ces instrumentations de surface, je vais proposer une autre forme de lecture, une autre forme d'approche. Dites-moi si je suis trop longue. Hein. Non, je pense que c'est hyper important, au contraire. Okay, d'accord. Une autre histoire, en gros, une contre-histoire, comme le suggère le sous-titre, qui cherche, et pour bien clarifier, quand je parle d'une contre-histoire, je veux pas contredire ces lectures que j'ai appelées instrumentales de la technologie. Elles sont pas fausses, elles sont justes et elles sont nécessaires. Il faut bien comprendre comment quels jeux de pouvoir existent et se manifestent quand une grande industrie s'accapare la capacité de gouverner des populations par des données, ou qu'un État le fait de même. Simplement, j'ai voulu reprendre toutes ces analyses et en fait leur donner une forme de cohérence, enfin plutôt les relier entre elles, ce qui n'était pas forcément fait, donner assez de cohérence d'ensemble, un autre point de vue qui permette de développer une vraie réflexion de fond sur ce qui se passe, sur ce qui change quand tout change. Parce que finalement, c'est face à cette... c'est cette contradiction-là de départ que moi, en tant que chercheur et à l'époque en tant qu'étudiante, je trouvais inacceptable. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de lire des théories brillantes qui me passionnaient, qui m'expliquaient à quel point le numérique changeait tout, de la façon dont on gouverne les populations, aux façons dont on se construit comme sujet, aux manières dont on est capable d'envisager le monde, jusqu'au sens qu'on donne aux choses. Tout ça, c'est des théories qui existent. Et en même temps,
d'un point de vue de ce que ça faisait à l'ordre politique, on nous disait que ça changeait rien. C'est-à-dire que même Shoshana Zuboff, capitalisme de surveillance, c'est quand même une théorie qui va très très loin dans la critique. Hein. Elle utilise des termes extrêmement forts. Elle parle de corruption, de capitalisme, c'est des termes. Elle mange pas ses mots. Et la solution qu'elle propose, c'est faudrait que les États-Unis fassent un RGPD comme on l'a fait en Europe. Mais en fait, si le RGPD c'est la solution à tous les problèmes, ça veut dire que le problème n'est pas très grave. Enfin, en tout cas, ça veut dire qu'on est bien parti pour le résoudre et que finalement, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça change le temps qu'on réglemente. Et puis, on reviendra sur la question. Et moi, c'est ça qui me perturbait, c'était cette sorte de décalage. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de prendre une autre posture. Et cette posture, alors, j'ai eu le malheur, mais je pourrais expliquer pourquoi plus tard, mais j'ai eu le malheur de l'appeler politique. Alors évidemment, dit comme ça a l'air niais et complètement fumeux. Mais en réalité, je pense que c'est pas niais et pas fumeux. J'essayais en tout cas pour moi, c'était une idée qui était pleine de bon sens. Mais avant d'en venir à ma posture de poésie pratique, si je peux dire, j'aimerais vous expliquer le deuxième postulat qui est absolument essentiel à mon travail, justement à cette posture poétique, qui concerne la notion d'épistémé. Alors, c'est un peu un gros mot, mais je me suis dit que j'avais le droit de l'utiliser ici. Et en gros, pourquoi les événements adviennent-ils à un moment donné et pas à un autre? Qu'est-ce qui rend les régimes politiques, les découvertes scientifiques, l'éclosion de certaines idées, de certains discours possibles à un moment donné et pas à un autre? Alors, c'est évidemment pas ma question, c'est la question que se pose Foucault dans Les mots et les choses et dans l'archéologie du savoir. Et il suggère que précisément pour comprendre le mouvement et le sens de l'histoire, il faut renoncer aux lectures dialectiques et linéaires et il faut s'intéresser aux lois inconscientes qui structurent le savoir. Alors ce que Foucault appelle savoir, il n'entend pas simplement par savoir la connaissance à proprement parler, mais il entend par savoir tout ce qui constitue l'ordre de la pensée, je dirais les idées, les croyances qu'on est susceptible d'entretenir sur ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais. En bref, le savoir comme ce qui relève de ce qu'il appelle un faisceau d'interdits et de valeurs qui font qu'à un moment donné, une vérité peut émerger et être entendue. En gros, ce qu'essaie de nous dire Foucault, c'est que ce qu'on peut concevoir, ce qu'on pense, est déterminé par ce qu'il appelle une pensée d'avant la pensée. Et il dit par ailleurs que la vraie tâche de la philosophie, c'est de mettre au jour cette pensée d'avant la pensée, ce système d'avant tout système, de comprendre ce qui vient structurer notre champ des possibles, notre horizon des possibles. Et en gros, ce que ça veut dire, et qui est à la fois très simple et très radical, c'est que tout, y compris nos régimes politiques, les normes qui guident la recherche et la connaissance, jusqu'aux normes qui structurent la façon dont on vit, y compris notre sexualité, bref, tout ce qu'on croit juste, tout ce qu'on croit bon, tout ce qu'on croit souhaitable, eh bien, c'est déterminé par cette espèce de cadre d'avant la pensée, ce système d'avant tout système qui est inconscient, qui est anonyme et qui nous contraint sans qu'on s'en rende compte. Et ce que ça veut dire pour l'ordre politique, c'est que notre régime de démocratie libérale, il ne peut exister, la politique dans laquelle on vit, y compris les manifestations qu'on entend là par la fenêtre, ça ne peut exister que parce que ça dépend entièrement de notre adhésion collective, historique et d'une certaine manière transcendantale à un cadre d'idées inconscient, à cette pensée d'avant la pensée. Ce régime, ça existe que parce que nous avons adhéré à une certaine épistémée, à ce savoir, entre guillemets, qui le rend possible. Et donc ce système politique, il se justifie, il se déploie que parce qu'il s'insère effectivement, il s'insère conceptuellement dans un ordre qui nous précède, et qui nous contraint à accepter les choses telles qu'elles sont, à accepter les normes, l'ordre social tel qu'il est, et je dirais même, pas seulement à l'accepter, mais à le désirer. Et donc, le deuxième postulat de mon travail, par exemple, j'étais un petit peu longue sur cette notion d'épistémé, mais c'est que si on veut comprendre ce qui change vraiment avec l'essor des technologies numériques, alors il faut chercher à comprendre dans quelle mesure la transformation numérique influe précisément sur ce cadre invisible, sur cet ordre idéal qui structure nos imaginaires collectifs.
Et donc, c'est ça un peu c'est cette entreprise qui est assez énorme que j'essaie de faire dans la deuxième et la troisième partie du livre. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, euh, mais voilà, je suggère notamment que pour mesurer l'impact de cette transformation numérique sur le collectif et sur l'imaginaire, on peut la comparer à une forme de révolution scientifique. Et je sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être qu'il y aura des questions dessus. Ouais. Non, on peut ouvrir surtout à la discussion aussi, hein, c'est vraiment l'idée du cercle de lecture, mais voilà, il y a déjà une Il y a question. déjà des questions, ouais, ce que je me suis dit. Oui, bonjour, je m'appelle Fabien Guyot et là je fais une reconversion et je suis en master au CNAM et je fais des recherches et je fais un travail à peu près sur le même sujet. Et donc là, quand vous parlez de Foucault et de la pensée, d'avant la pensée, au début je me suis dit, est-ce que vous parliez des biais cognitifs et des mécanismes sociaux? Et j'ai eu l'impression, après, quand vous avez parlé de ce système dans lequel on vit et qui ne pouvait être que la conséquence de cette pensée d'avant la pensée, je me suis dit, a priori, ça n'a pas l'air d'être ça. Parce qu'il y a un livre de Greber et Vengro, Au commencement était l'ethnologue et l'anthropologue, qui parlent justement d'une autre forme d'organisation euh, dans les peuples avant, qui pouvait être multiforme. Et du coup, notre culture, notre système économique, socio-économique et politique est juste une branche qui existe parmi tant d'autres. Et, euh, et donc, du coup, là, je ne sais plus. Là, quand on vous parlait de pensée d'avant la pensée, est-ce que c'est quoi finalement? Parce que c'est pas les biais cognitifs, et est-ce que vraiment c'est le système dans lequel on vit, auquel on ne peut que adhérer, on n'a pas le choix, alors qu'en fait on a le choix puisqu'il y a d'autres formes d'organisation. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, s'il vous plaît? Oui, alors deux points. Déjà, pour reprendre, quand Foucault parle d'épistémie, il découpe l'histoire, notamment l'histoire occidentale, en plusieurs de grands moments, un peu en grandes épistémées. Et il y a notamment l'avènement de la modernité, qui est la modernité à la fois politique et philosophique, qui est toujours le cadre épistémique dans lequel on vit et qui est progressivement advenu en Europe. Donc c'est ça le cadre inconscient. C'est en gros les idées qu'on a qui nous viennent de cette grande révolution philosophique et scientifique des Lumières, qui s'est traduite politiquement par l'État libéral, qui fait aujourd'hui qu'on vit dans des sociétés modernes. C'est ça, ces idées, notamment une des idées qu'on a acceptées comme fondamentales, c'est notamment l'idée de l'homme moderne comme un homme rationnel qui est capable d'écrire sa propre histoire, qui est capable de penser par lui-même. C'est un des grands moments. Après, pour reprendre le deuxième point, non, je ne pense pas que l'effet du numérique, ce soit justement le biais cognitif, la manipulation de l'information. D'ailleurs, il y a un chapitre là-dessus dans mon livre, mais les fake news, la désinformation, je pense que c'est le symptôme d'une transformation qui est beaucoup plus profonde. Effectivement, le numérique joue un rôle énorme d'ailleurs, je crois qu'il y a les derniers résultats d'une nouvelle commission sur notamment les manipulations de l'information par des puissances étrangères, qui montrent bien que les réseaux sociaux, le cyberespace, plus largement que les réseaux sociaux, est devenu un nouveau champ de bataille informationnel et cognitif. Donc ça, c'est évident. Mais on ne peut pas limiter l'impact du numérique sur les consciences et sur ce que j'appelle l'imaginaire collectif à ce phénomène de fake news et de manipulation de l'information. Je pense que même si et c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que même si on était capable de résoudre la désinformation en ligne et que on était capable de complètement annuler si on était capable de complètement annuler ces pratiques, il se passerait quand même quelque chose de fondamental dans la transformation de la société. On ne serait quand même pas les mêmes
par ailleurs, les choses resteraient pas égales par ailleurs, qu'on peut pas avoir ces nouvelles technologies qui s'infiltrent absolument partout, qui changent toutes nos pratiques, et s'imaginer que on continue de regarder et d'être regarder le monde et d'être au monde de la même manière. On pourrait rétablir une forme de vérité en ligne et toujours avoir en sous-bassement un autre rapport à la vérité, voire même notre. C'est un peu ça la pensée Oui, il n'y a derrière la pensée. pas qu'à la vérité. Oui, il y a d'autres pour Tout à poursuivre fait. cet exemple. Ouais. Donc, et idem pour l'individu. C'est-à-dire c'est Tout à fait. l'individu qui devient en fait un être dans un réseau et qui existe par son réseau peut-être plus que par sa capacité à être un individu, ce qui pose une question de la singularité de chacun, etc., etc. Tout à fait. Et pour ce qui est de, là, vous parlez du libre arbitre et de l'individu, je pense que c'est aussi une autre distinction qui est pas qui est pas simple à expliquer, mais qui, je pense, est fondamentale. Je crois pas que les nudges algorithmiques et le fait que les technologies sont en permanence en train d'essayer de nous de manipuler à la marge notre libre arbitre, fait qu'on est fondamentalement menacé, que notre libre arbitre est fondamentalement menacé par la gouvernance algorithmique et par la permanence de ces nudges. De la même façon, je ne pense pas qu'une société qui serait entièrement numérisée et qui aurait accepté ce nudging permanent pourrait vraiment courir le risque à l'humanité d'être transformée, c'est-à-dire de créer un homme nouveau qui n'a plus libre arbitre et qui n'est plus capable d'exercer sa raison. En revanche, je pense qu'à force d'accepter ces pratiques de façon presque inconsciente et de les intégrer à la façon dont on vit et donc dont on s'organise socialement, qui se passe en profondeur une sorte de déplacement des valeurs et des normes auxquelles on accorde de l'importance. Et c'est ça la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça change politiquement de se dire que de plus en plus, on accepte des modes de production du savoir, de production des richesses, d'organisation sociale et d'entreprise, où le point de référence, c'est plus l'individu libre et rationnel, mais c'est des savoirs qui sont produits par d'autres, en faisant fi de la raison humaine et de la façon dont la cognition humaine fonctionne normalement. Et ce qui entraîne un autre rapport peut-être à la démocratie aussi, si on prend des morceaux justement de l'ouvrage, oui, où vous dites qu'on ne vit plus forcément sous les mêmes étoiles de la démocratie libérale, qui pourtant continue d'organiser nos vies. Tout à fait. Et donc, c'est un peu le point d'orgue de mon travail, c'est de dire, et encore, l'idée n'est pas nouvelle, il faut que je la rende, mais c'est une thèse qui avait déjà été développée et écrite dans les années 70, donc bien avant qu'Internet bouleverse tout ça. Mais au tout début de la technologie numérique, c'était Marshall McLuhan, c'est un penseur canadien, canado-américain peut-être, non, je crois qu'il est canadien, mais qui était très, très connu aux États-Unis, qui avait déjà imaginé que la technologie numérique allait créer une sorte de décalage tel qu'il s'en est déjà produit dans l'histoire auparavant entre l'ordre politique qui existe et la façon dont les sociétés vivent. Et McLuhan, il parlait dans des années 70, il regardait la jeunesse qui était les grands mouvements sociaux et puis l'espèce il parlait d'anxiété profonde des nouvelles générations. Et il disait, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit avec des outils du présent, mais des mots du passé. Et qu'en gros, il y a cette espèce de décalage entre la façon dont le monde conceptuel est organisé, dont notre langage nous permet de comprendre les choses, et les outils qui ont créé cette espèce qui sont déjà avancés et qui nécessiteraient un nouveau langage, qui nécessiteraient une nouvelle façon de comprendre le monde qu'on habite. Et ce décalage entre l'avancée technique et techno-scientifique, parce qu'en fait, surtout la technologie numérique, c'est vraiment la science mise en œuvre. Donc, c'est ce décalage entre l'avancée des technosciences et l'ordre social. Donc, bon, ça va, ça a l'air plutôt joyeux là. Fait qu'il y a
une sorte de moment de trouble. Et moi, mon hypothèse, c'est que la crise de sens qu'on vit aujourd'hui, crise de sens presque au sens de crise démocratique, évidemment, enfin, on en a la preuve, elle n'est pas le seul résultat de la transformation numérique, mais la transformation numérique a forcément un rôle, une part importante dans cet événement. Et ce rôle et cette part importante, pour rebondir à votre question, monsieur, elle ne peut pas s'expliquer simplement par un phénomène de fake news ou de désinformation, de biais cognitifs. Peut-être, j'aimerais tendre le micro à quelqu'un qui a écrit un livre sur la démocratie numérique il y a quelques années, pour voir comment est-ce que ça fait écho. Non, enfin, ouais, pour faire un feedback de lecteur qui est assez intéressant. Comme vous racontez le livre, est une clé de lecture qui aide vachement quand on l'a lu. C'est un peu pour. Je pense que j'ai lu à peu près tous les bouquins que vous citez, moins Leibniz, parce que je pense que j'ai dû essayer, je dois en avoir dans la bibliothèque, mais je pense que j'ai un peu séché. Mais pour beaucoup baigner dans des livres numériques, on est dans un livre où vous nous emmenez dans un chemin de réflexion et on sent le parcours que vous avez mené. Et au début, c'est un peu puzzling ou un peu déstabilisant parce qu'on a l'habitude de lire du Shoshana Zuboff quand on lit des bouquins avec une thèse assez circonscrite, définie, qui après se déploie comme un système explicatif du monde, ou je sais pas quoi, un Diana Filipova, technopouvoir, ou voilà, qui va, voilà, je mets ma clé de lecture et puis je vais la déployer pendant 550 pages à vous expliquer que c'est comme ça qu'il faut comprendre le numérique. Avec une clé de lecture en général unificatrice un peu forte, etc., un peu affirmative. Or, votre livre, c'est tout l'inverse. Et donc, au début, c'est pas tout l'inverse, mais en fait, oui, c'est plutôt un cheminement, c'est un cheminement inverse. Et du coup, au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut bien, où est-ce qu'elle nous emmène? Et du coup, c'est assez déstabilisant, mais c'est pas désagréable. Ou bien, les autres livres qu'on lit beaucoup dans le numérique sur ces sujets-là sont des livres d'enquête, où je vais vraiment renseigner un terrain. Voilà, je vais faire une enquête sociologique, je vais vous voilà, donc je sais pas, Dana Boyd, voilà, où je vais prendre un des effets très particuliers, ça. Et votre entreprise à travers le bouquin, elle est assez dingue. Et en même temps, moi, je la trouve assez salvatrice, elle est très agréable, mais parfois on se dit, waouh, entre l'ambition politique que vous mettez au début et le chemin, voilà, on est un peu déstabilisé. Et effectivement, c'est une des lectures de ce point de vue-là parmi les plus stimulantes que j'ai eues dans des bouquins sur le numérique. Stimulante au sens parfois un peu, c'est pas que la flagornerie que je vais vous faire, parfois un peu irritante, un peu mais qu'est-ce qu'elle, mais où est-ce qu'elle veut en venir, et ça. Et en même temps, dans cette tentative, vous essayez d'équilibrer ou à dire que bon et moi je partage beaucoup de vos constats, quoi. J'ai écrit un article dans la revue Le Débat il y a très longtemps, de quoi les fake news sont-elles le nom, pour dire en gros ce truc-là et cet objet de la fake news, des informations, est une manière de fabriquer une réduction face à la profondeur en gros de la révolution qu'on est en train de vivre. Qui satisfait pas mal d'acteurs de l'économie politique traditionnelle pour éviter de bouger et pour essayer de se raccrocher à une stabilité, parce qu'en fait, c'est le signe d'un vertige, quoi. C'est de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus profond en termes de déstabilisation, de changement politique. J'aurais dû vous citer. C'est pas grave. Non, mais c'est vraiment un article très modeste de rien du tout. Mais, et je pense que je touchais du doigt un peu quelque chose qui est du même registre, quoi. Et en même temps, c'est aussi du coup le livre progresse vers la fin. Et moi, je trouve que c'est vraiment la fin qui est intéressante, parce qu'elle pose des questions, d'ailleurs, à laquelle vous n'avez pas. On est presque sur le début de quelque chose que je trouve assez intéressant, mais dont je partage pas mal de conclusions, ou enfin pas mal dans le questionnement qu'il pose. C'est-à-dire que l'insatisfaction sur le cadrage par le capitalisme de surveillance, un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé le bouquin de Zuboff, comme plein de gens, et en même temps, il est extrêmement irritant par son côté extrêmement. J'ai résolu le problème, et en même temps, il n'y a aucune solution. Donc, effectivement, voilà. Et tout le passage que vous avez sur la régulation du numérique et le décalage entre la profondeur, qui est assez court en même temps, voilà. Et c'est aussi votre écriture est assez stimulante parce qu'elle est courte, quoi. Vous ne faites pas 60 pages sur Shoshana Zuboff. Vous avez pas lu ma thèse. Bah, non, mais oui, alors, c'est le livre. Oui. J'en ai lu beaucoup des bouquins issus d'une thèse, et c'est assez agréable parce que c'est un bouquin issu d'une thèse où il n'y a pas toute la thèse, quoi. C'est-à-dire que ça fait du bien quand même. C'est plutôt sympathique. Mais du coup, j'en viens. Alors, je ne sais pas si on avait un peu de champ de questions, mais moi j'ai plusieurs questionnements. Et il y en a en ligne.
Moi, j'en avais une première, c'est la perspective que vous mettez à la fin, qui est un peu vertigineuse, Ouais. c'est quand même celle d'un effacement de l'individu. En gros, on a une société démocratique qui s'est construite sur le mythe d'un individu et du renforcement d'un individu dans son autonomie. Et je le dis de manière un peu barbare, mais vous allez rectifier, voilà. Et vous dites, mais mine de rien, une bonne partie de ces technologies ont tendance quand même plutôt à essayer j'utilise mes mots et pas les vôtres, mais de dissoudre cet individu dans le réseau, dans la relation, dans un système de données. Et en fait, finalement, tout ce à quoi la technologie tend, ou une bonne partie, c'est finalement à dissoudre l'individu dans le système de données qu'il produit, dans le système de relations qu'il a, et à disparaître. Et en revanche, ou alors j'ai pas retenu, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaie de renforcer la démocratie en essayant de lui dire non, non, mais à tout prix, oulala, il faut rétablir l'individu dans ses droits, et si on abandonne l'individu avec le bébé de l'eau du bain, avec l'eau du bain, on est foutu. Et donc à ce moment-là, bah, mine de rien, le RGPD et tout ça, c'est quand même pas si mal, parce que bah, il faut redonner de l'autonomie à l'individu, du pouvoir à l'individu, et c'est ça qu'il faut essayer de rétablir, parce que justement, il faut lutter contre la puissance de technologie. Ou bien c'est une autre voie et il faut inventer un autre système qui n'a rien à voir, et où bah, ok, on jette le bébé individu avec l'eau du bain de la technologie, et on trouve une autre manière de réguler par en dessous en essayant de protéger les choses autrement. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question, et moi-même, je serais bien foutu de l'avoir complètement, mais je trouvais la question intéressante et je voulais vous la reposer. Ouais, j'ai pas la réponse parfaite à la question. En revanche, je peux quand même vous répondre sur un petit point de précision, au moins sur mon propos, ou du moins sur l'idée que je voulais faire passer. Alors, c'est assez perturbant de parler avec pour contexte, pour ceux qui sont à distance sur Internet, nous sommes dans une rue du 11e arrondissement et nous avons l'Internationale qui chante, qui passe dans la rue avec des sonneries de police et différents cris révolutionnaires, ce qui donne encore plus d'intelligence et de sel à notre discussion. Mais précisément, en fait, c'est parfait parce que ça illustre exactement ce que je voulais dire. Le système de démocratie libérale, il a une certaine idée pseudo-leibnizienne de l'individu comme une entité, plutôt leibnizienne et d'ailleurs pseudo-judéo-chrétienne, de l'individu comme une entité unique, absolue, capable de libre arbitre, dont il faut préserver le privé, dont il faut préserver l'intégrité à tout prix. Mais c'est un idéal qu'en fait, dans la réalité, on n'a pas cessé de critiquer, voire de montrer les limites. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour croire à l'individu leibnizien, à la nomade. Tout le monde sait qu'en fait, on est aussi socialement déterminé, qu'on est un être social, qu'on est fait de... Enfin, je veux dire, on est en France, hein, tout le monde a lu Bourdieu. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Bourdieu, mais il y a toute la sociologie critique et même toute l'histoire, toute la théorie, toute la philosophie politique depuis Descartes a réussi à remettre en question cette idée, cet idéal. Mais n'empêche, même si on sait que l'individu nomadique, que l'individu unique, entièrement libre est une fiction, c'est cette fiction qu'on garde comme un idéal à préserver. C'est cette fiction, c'est une sorte d'idée directrice sur laquelle tout fonctionne. En fait, il ne peut pas y avoir de... Si on a un droit de vote, si on a l'idée qu'il faut voter en privé, c'est parce qu'on croit que l'individu dans le privé, il est capable uniquement, et quelles que soient ses déterminations et ses prédéterminations sociales, de faire son propre choix, et que ce choix, il a une valeur fondamentale, que rien ne doit venir entraver. C'est ça, le vote. Donc cet idéal, même si on sait qu'il est absolument imparfait, on le garde, c'est ce que j'ai appelé une étoile. En fait, c'est un peu... voilà, exactement. Enfin, c'est une sorte de référence, et c'est là-dessus que le monde moderne, que le monde libéral est construit. Quelles que soient les imperfections de cet idéal. Ce que je veux dire avec la transformation numérique, c'est que la façon dont les technologies numériques se représentent le monde, eh bien, c'est des représentations qui sont fondées sur des idéaux très différents, sur des points de référence, sur des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Que pour produire du savoir, pour produire de la connaissance, pour se représenter notre monde à nous, le numérique n'a absolument pas besoin de s'imaginer que quelque part, il y a un individu nomadique leibnizien.
il s'en fiche. Il dit pas que c'est pas vrai, il dit pas qu'il faut absolument détruire le libre arbitre pour que l'algorithme puisse fonctionner. Le numérique s'en fout. Il prend d'autres points de référence. Il fonctionne selon d'autres catégories. Et donc la question que je pose, c'est à un moment, ces deux cadres idéels, comment ça va rentrer ensemble et qu'est-ce que ça fait à notre système politique qu'on est à l'âge de GPT-4 et compagnie, mais de toute façon à l'âge de la société numérique, en quoi ça bouleverse l'ordre social existant, qui est ces nouvelles références qui sont pas forcément contradictoires, mais qui sont juste concurrentes. En fait, on est à une époque où il y a un nouveau cadre qui est concurrent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut déjà oser se poser la question. Et c'était aussi quelque part l'aspect le plus culotté de mon travail, c'était de dire, en fait, personne ne s'est posé la question. Et donc, faisons-le. Osons se demander si l'ordre dans lequel on vit, il n'est pas en train d'être périmé, de devenir anachronique. Est-ce que c'est pas ça que le numérique est en train de nous dire? Et c'est pour ça que j'ai parlé de poésie. Mais je dis que j'ai eu le malheur de le faire parce que c'est un terme qui invite beaucoup de contresens. C'est que il faut inventer quelque chose de nouveau dans l'ordre politique, un peu comme un poète fait émerger quelque chose d'entièrement nouveau. Alors, je ne sais pas si je m'étends, si maintenant c'est le moment de s'étendre sur ce que je voulais dire par poésie, mais on peut lire, on peut faire un peu comme Augustin Trapenard ou des trucs comme ça. Ce que je ne sais pas du tout faire, c'est une catastrophe, mais je rêve. Hein. Moi, c'est mon seul truc, voilà, c'est le moment. La poésie, presque toujours un dernier recours, elle est ce qui reste, ce qui sauve, quand on n'a plus que la réalité rugueuse à étreindre. Sur les ruines d'un monde qui a épuisé ses promesses, la poésie accouche d'une étoile. C'est dans le chaos que la poésie surgit et qu'elle fait advenir ce qui n'était pas. On adopte une attitude poétique lorsqu'on ne satisfait plus de l'existant, lorsqu'on croit ou qu'on espère qu'il est possible de poser sur les choses un autre regard. C'est ce que j'aimerais faire ici. oui, du coup, non. Non, enfin oui, si vous voulez. Non, donc j'ai une hypothèse folle ou poétique que la seule façon de comprendre le sens de la transformation numérique est de ne plus l'assimiler aux scandales et aux intérêts de ceux qui les produisent ou l'instrumentalisent. Car pour imaginer les institutions qui garantiront demain le renouveau de la démocratie, il faut être capable de penser l'avenir de la politique non pas contre la technologie, mais avec elle. Et pour cela, il faut s'éveiller à la dimension profondément transformatrice du numérique, celle qui vient façonner derrière le bruit et la fureur de la nouvelle économie, le regard, la conscience, l'imaginaire des hommes. Cette pensée d'avant la pensée. Tout à fait. Mais aussi, autre caractéristique de la poésie que j'essayais de... J'y reviens, ça, je crois que vous avez lu l'introduction. À un moment donné, je reviens sur cette posture poétique où en fait, il ne s'agit pas du tout de poésie au sens de réenchanter le monde, de remettre un petit peu de poésie sur cette réalité terrible. Je sais plus, mais je peux essayer de l'expliquer sans me relire. Donc il s'agit pas. Ce que je voulais dire, c'est surtout, je voulais pas dire qu'il faut saupoudrer un petit peu de poésie et de beauté sur le numérique pour réenchanter le monde. Je prenais la poésie comme presque comme une méthode, voire une méthodologie, et je pensais justement à cette qualité unique du poète de faire advenir par un moyen qui lui est propre et complètement unique à la conscience de ses lecteurs par des associations inattendues, quelque chose d'impensable, qui n'existait pas. Et je pensais aux correspondances wagnériennes qui sont cette espèce vraiment de magie de la création artistique où par une association inattendue, finalement on voit quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à dire. Et pourtant c'est terriblement clair pour celui qui l'écoute et qui lit le poème. C'est cette capacité de la poésie à faire advenir ce qui n'est pas. Et à créer, en fait, grâce à l'imagination pure, une nouvelle réalité. Et je me disais, c'est exactement ce nouveau paradigme qu'il faudrait que la théorie politique réussisse à recréer au sujet du numérique et notamment de la critique du numérique. C'est une fois qu'on a dit que tout change et que tout est transformé,
comment on réinvente une méthode, une façon de regarder les choses, d'analyser les choses pour imaginer un nouveau cadre politique. Alors, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est utopique? Il y a clairement une partie de cette suggestion qui est à la fois utopique et un petit peu dangereuse, parce qu'on sait très bien ce que ça donne quand des philosophes essayent de recréer un homme ou un système nouveau. C'est souvent pas très poétique, exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me garde bien de suggérer une quelconque praxis pour revenir sur les... Et c'est pas... Non, justement, oui, je pense que le philosophe doit pas forcément être roi et l'État non plus. En revanche, c'est un devoir commun, c'est un devoir collectif de chacun. Et c'est aussi, quand on l'a bien compris et bien intériorisé, je trouvais que c'était aussi une façon de se réapproprier ces discours qui sont parfois terriblement oppressants. Pour avoir fait une thèse sur ces sujets, il y a un moment où on est assommé par la technocritique du numérique à force de nous dire que voilà, on est plus libre, que on devient des organismes manipulés par-ci, par-ça, que l'État risque de devenir totalitaire, etc. C'était aussi une façon de sortir la tête de l'eau et de se dire, en fait, malgré tout, il reste quelque chose à imaginer, il reste quelque chose à imaginer dans l'ordre politique et social des choses. Alors, si ça vous va, on va prendre des questions, parce que l'heure passe extrêmement vite, et on a une question en ligne. Alors, les tests ont marché hier, donc on a un certain Olivier qui voulait poser une question. Et on invite Bonjour. Olivier à ouvrir son micro, et ça marche, c'est formidable. Ça on marche, vous entend super. C'est ma parfaitement, première Olivier. question. Super. Bonjour, je suis Olivier Desbier. Je m'occupe de la prospective pour un grand groupe d'assurance. Je suis content d'assister à cette session à distance. Voilà, j'avais eu la chance de venir quand c'était aussi en présentiel il y a quelques années. Moi, j'avais une question sur la manière, Charlène, dont vous appréhendez le numérique ou les technologies, parce que j'ai l'impression que vous l'appréhendez comme une catégorie très homogène. Et pour faire allusion justement au titre aux sources du numérique, il y a quelques années, enfin, il y a quelques années en arrière, on voyait le numérique de manière assez positive, avec tout ce que ça nous permettait d'ouvrir en termes de connaissances, de relations aux autres, etc. Ensuite, il y a eu toute cette vague beaucoup plus critique que vous, d'ailleurs, que vous mentionnez il y a quelques instants. Alors peut-être aussi associée certainement aux révélations de Snowden, comme vous le mentionnez. Et donc moi, je voulais savoir si vous distinguiez plusieurs âges du numérique d'une certaine manière, et aussi quel regard vous portez aujourd'hui voilà, sur des mouvements qu'on voit apparaître voilà, autour du Web 3 notamment, et qui, eux, se proposent comme une alternative à des modèles plus dominants par rapport à des modèles justement de surveillance capitalistique, voilà, du capitalisme de la surveillance, en voulant redonner du pouvoir aux individus et en voulant voilà, renouer à des formes un petit peu initiales du numérique, des technologies et de l'Internet. Oui, vous posez beaucoup de questions en une seule. Je vous remercie, Olivier. Et effectivement, vous soulevez quelque chose de très important. Et je suis désolée si je n'étais pas assez claire au départ dans ma présentation, mais précisément, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, le point de départ de mon travail, c'était de prendre en compte la multiplicité des usages du numérique et de ses possibles instrumentalisations, que ce soit pour le bien ou pour le mal, pour le juste ou pour l'injuste, et pour pour toutes les raisons possibles. Et justement, ce que je voulais faire, c'était réussir à comprendre l'impact politique de la transformation numérique sans regarder qu'un aspect de la chose. Et parce qu'en fait, il y a toujours un bon côté. C'est ce que j'étais d'expliquer avec le mouvement MeToo. Le mouvement le plus récent serait peut-être, je sais pas moi, les femmes en Iran qui utilisent TikTok, alors qu'on n'arrête pas de dire que TikTok, c'est le monstre. Mais en fait, non, TikTok n'est pas que le monstre. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, OK, au-delà de ces usages qui peuvent sembler contradictoires, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sous-jacent à la technologie elle-même qui ne dépend pas des applications pratiques ou des instrumentalisations circonscrites d'un outil technologique ou d'un autre, mais vraiment sur comment le numérique en tant que technologie, voire en tant que science informatique, fonctionne. Et ça, il y a quelque chose de commun à toutes les applications de la technologie, et c'est là-dedans que j'ai voulu aller fouiller.
Donc, effectivement, ça peut sembler unifié, mais alors surtout, en tout cas, c'est une vision un peu souterraine, je dirais, de la technologie que je développe, mais certainement pas unilatérale. C'est-à-dire certainement pas unilatéralement technocritique. Après, pour ce qui est du Web 3, j'ai un chapitre dessus dans le livre, et c'est un peu plus ou moins, ça fait partie de mon activité aujourd'hui, de travailler, de faire de la recherche sur la blockchain en particulier. Et encore, j'ai envie de vous répondre, comme à peu près toutes les technologies passées, effectivement, on peut très bien imaginer que la blockchain soit utilisée à des fins humanistes, démocratiques, anticapitalistes, socialistes. Enfin, on peut aller très très loin, mais c'était aussi le cas d'Internet. Et c'est aussi le cas d'à peu près tout. Enfin, encore une fois, même un téléphone portable et même, j'allais dire, même Apple, n'importe quelle société, on peut à peu près leur faire porter les deux côtés de la pièce à chaque fois. Mais je ne suis pas convaincue que le Web 3 en particulier va réussir à résoudre absolument tous les problèmes du Web 2 aujourd'hui. Et en particulier pour ce qui est de la qualité émancipatrice de la blockchain et de ses applications. Aujourd'hui, en dépit de la décentralisation des plateformes blockchain, ça reste des univers extrêmement. Alors, je porte pas de jugement de valeur dessus, hein, mais il faut pas se voiler la face. La tokenisation, le NFT, etc., c'est une hyper commercialisation, une hyper marchandisation du cyberespace. Donc, c'est une forme de recapitalisation du cyberespace qui était d'ailleurs impossible dans le Web 2. Et ça mérite juste qu'on se pose la question de savoir si un cyberespace ultra marchand où n'importe quoi peut être tokenisé et vendu, transformé en actif, c'est un cyberespace plus libre, c'est un cyberespace dominé par certaines entités centralisées qui ont beaucoup de comptes à rendre, notamment aux régulateurs. Je n'ai pas de réponse définitive dessus. Je pense que c'est très dangereux à ce stade d'être manichéen sur le Web3 parce qu'on est tout au début et que il faut, mais il faut se poser ces questions, puis il ne faut pas adopter naïvement la posture du discours ah oui, la décentralisation, c'est les bisounours, quoi. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le net décentralisé, comme le net centralisé, véhicule toujours en eux-mêmes ces transformations sous-jacentes dans nos individus et finalement, qu'ils soient eux-mêmes positifs ou négatifs, centralisation comme décentralisation, il y a quelque chose qui se passe qui est au travail, quoi, en nous. De toutes les manières, c'est ça l'hypothèse de départ qui amène à. C'est l'hypothèse de départ, mais au-delà de ça, je pense que dans la pratique déjà existante, quand on se penche sur les métavers blockchain qui existent, je parle de métavers, je devrais peut-être pas utiliser le mot métavers, ça prête à confusion, mais en gros, des plateformes créées sur la blockchain, il y a déjà des usages qui existent, qui sont des usages hyper capitalistiques. Et en fait, au prétexte de tokeniser les données individuelles et de donner à l'individu la capacité justement de monétiser sa propre donnée, par exemple, derrière ce discours-là, il y a aussi une réalité qui est que sur une plateforme blockchainisée, si je peux utiliser ce mot un petit peu moche, la tokenisation, c'est aussi un moyen de tout monétiser, de tout transformer en actif. Et donc, même quand Carrefour va acheter sur The Sandbox une petite parcelle de cyberespace pour développer son truc, ça lui coûte, je sais pas, bon, c'est en crypto-monnaie, donc les cours évoluent tout le temps, mais ça s'est vendu pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Enfin, c'est pas le prix d'un .com ou d'un .fr, c'est rarement, c'est arrivé. Il y a eu des petites bulles spéculatives sur les noms de domaine, mais bon, c'est jusqu'à présent le Web 2, on peut en dire ce qu'on veut, ça restait un espace gratuit. On ne sait pas si le Web 3 la tokenisation peut faire que le Web deviendrait un espace entièrement marchand. Et donc, ça pose juste une question en fait, c'est une question très large de conception de la justice sociale et de ce qui est, voilà, et de ce qui est désirable, quoi, et voilà. Je crois qu'il y avait des questions qu'on.
Bonsoir. Moi, j'avais 2 questions et vous pouvez choisir laquelle vous voulez répondre. La première, c'était, je voulais vous demander qu'est-ce que vous entendiez par quand vous disiez le numérique a une fonction performative. Et la deuxième question, c'était parce que vous partez du postulat que la science précède la pensée politique. Et du coup, moi, je voulais questionner ce postulat-là et en quoi la science précède la pensée politique. Deux très vastes questions. Sur la qualité performative, je pense que je peux répondre en un mot, enfin en quasiment en une phrase. C'est en gros simplement l'idée que le numérique, parce qu'il transforme nos usages, il fait advenir une sorte de nouvelle réalité. Et donc, c'est un moment, je crois, quand je fais je trace très rapidement l'histoire des différentes époques, entre guillemets, de nos sociétés numériques. Il y avait la société de l'information, puis, et puis ensuite, il y a eu l'ère du big data, etc. Enfin, et à chaque fois, on voit que les nouveaux usages du numérique, les nouvelles capacités du numérique, elles performent un nouvel mode d'être, une nouvelle façon de faire. Donc, c'est ce que je voulais dire par performatif. Ensuite, pour ce qui est de la science qui précède l'organisation politique, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure en parlant d'épistémé. C'est l'impact essentiel des découvertes scientifiques, du progrès scientifique sur la façon dont on peut vivre. Et en gros, je crois qu'à un moment, j'utilise la métaphore ou l'expression des frontières de l'espoir. En fait, c'est l'horizon des possibles. L'horizon des possibles, conceptuel, idéal, ça dépend de la façon dont on vit. Enfin, c'est une idée assez, c'est presque du matérialisme historique, mais c'est que, en gros, ce qu'on peut espérer, ce qu'on est capable d'espérer, et l'espoir, en fait, c'est la politique. Enfin, la politique, c'est l'espoir, on va dire. La façon dont on peut imaginer vivre ensemble, ça dépend des conditions matérielles dans lesquelles on vit. Enfin, des conditions matérielles, des conditions oui, c'est ça. Et la science, c'est ce qui fait quand vous avez avant que les progrès de la science donnent à l'homme certains outils qui soient à la fois pratiques, comme je sais pas moi, la roue, la charrue, etc. Et puis ensuite la physique newtonienne, où tout à coup on comprend qu'en fait le monde n'est pas réglé par une volonté divine, mais qu'il y a des lois universelles naturelles et que l'esprit humain, s'il s'adonne à la tâche et qui réfléchit et qui produit de la connaissance, il va être capable de comprendre le fonctionnement du monde. C'est ça la physique newtonienne. C'est ça les lois universelles. Ça fait que on imagine les frontières de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on peut imaginer sont déplacées. Je suis désolée, c'était un petit peu confus comme explication, mais Sur la fonction performative, c'est-à-dire le numérique par sa simple existence nous fait exister différemment et a un impact sur nous pas. C'est une hypothèse de départ, mais c'est vrai qu'on peut le discuter peut-être ça aussi. Sur quoi est-ce qu'on peut fonder cette hypothèse de départ finalement, hormis le fait que oui, bon, on a Google Maps dans nos poches, éventuellement OpenStreetMap, tout ce qu'on veut, mais en quoi est-ce que je pense que c'est oui, on peut le discuter, mais par exemple, prenez le mail ou Internet, pour parler du mail. À partir du moment où le numérique permet la circulation de l'information, ça réorganise tout, ça change tous les usages. Et du coup, il y a ce qu'on a appelé, parce que tout le monde a théorisé, la société de l'information qui émerge, qui a un énorme, qui est peut-être le caractère le plus frappant de la mondialisation des années 90. Et en ce sens que c'est performatif, c'est que c'est une technologie qui déjà évolue très vite, mais en plus d'évoluer très vite, qui transforme les usages alors au départ, c'était principalement des usages économiques, puis des usages informationnels, et puis des usages sociaux. Et en fait, c'est assez difficile je sais pas, vous pouvez essayer, mais moi j'ai du mal à imaginer l'inverse. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse dire, non, le numérique, c'est pas performatif. Non, je ne sais pas dans quelle mesure. Ouais. Enfin, c'est toujours difficile vu que ça se passe en sous-jacent etc. C'est toujours difficile de dire à quel point est-ce que tel usage, le fait de regarder telle plateforme pour s'endormir le soir, dans quelle manière est-ce que ça change un individu ou un être ou une façon d'être collectivement. Donc voilà, c'était juste. Ouais, alors après, transformer les usages, ça transforme pas forcément l'individu. Exactement, mais c'est exactement ça.
Ouais. Du coup, Mais correspond quand je vois ce que j'appelais performatif, c'était une transformation des usages. C'est-à-dire que ça D'accord, ok. performe D'accord, quelque ok, chose, mais pas ça forcément. traduit quelque chose D'accord. dans le réel, une nouvelle pratique, un nouvel usage. Et après, je pense que c'est aussi je crois pas que ça fasse advenir. Enfin, je crois pas que justement, vous avez cité tout au début la singularité, le mouvement transhumaniste, etc. Moi, je me méfie énormément. D'ailleurs, j'y adhère pas une seule seconde au mouvement qui vous annonce l'avènement d'un homme nouveau. Je pense pas que ça change fondamentalement la nature humaine d'être connecté. D'ailleurs, la preuve, je sais pas si certains ont déjà fait l'expérience d'une déconnexion vraiment totale et radicale. Bah, on redevient très vite un homme nu, hein. Enfin, je veux dire, on oublie très vite. Enfin, finalement, si on vous arrache à tout ça et qu'on vous remet dans une petite cabane dans la jungle, voilà, vous restez le même. Vous retrouvez votre. Enfin, ça prouve bien que c'est une transformation c'est une transformation des usages, une transformation d'ordre social. C'est pas une transformation d'ordre voilà, de la nature humaine profonde, quoi. Ouais, et juste, c'est intéressant que vous ayez parlé des autoroutes de l'information, justement, en réponse à la question qui était posée, puisque il y a un moment quand même de l'histoire d'Internet qui est quand même particulièrement important, qui est celui des années 90, où justement, on a eu cette volonté politique de créer ces autoroutes de l'information. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport quand même de volonté face à tout cet environnement-là, et on pourrait dire finalement, il n'est que le fruit finalement d'une création que nous avons voulu. Je veux dire, quand voilà, Bill Clinton signe en 1996 avec tel stylo. En plus, il y a toute une histoire là-dessus qui remonte à tous les plans de construction américains, etc. On se dit, en fait, bah, finalement, c'est nous qui mettons en place nos propres outils avant qu'eux-mêmes nous transforment par l'apport de la science dans la société. Ouais. Et au-delà de ça, c'est pour ça aussi que je pensais que c'était important d'aborder le numérique vraiment juste pour ce qu'il est en soi, en tant que technologie, voire presque en tant que technoscience. C'est que ça se limite. Alors, il y a une part, évidemment, du développement industriel qui est un acte politique. Et on voit bien que le numérique, entre guillemets, occidental et le numérique chinois n'ont pas du tout été développés, par exemple, pour les mêmes, pour répondre à la même ambition, voire, pour utiliser un gros mot, à la même idéologie. En l'occurrence, on se rend bien compte que c'est exactement les mêmes technologies et TikTok en est la preuve, cette espèce d'être hybride qui finalement est parfaitement transfrontalier et qui répond à une sorte d'être numérique global. Mais et puis d'ailleurs, il y a des technocritiques qui proposent même de développer de mettre le numérique au service d'un projet socialiste. C'est Evgeny Morozov, je crois, ça doit être. Qui est là. Je l'ai vu tout à l'heure, exactement. Voilà. Qu'on a Donc, plusieurs fois. c'est évidemment le progrès technologique et surtout l'industrie numérique, elle peut être guidée par un projet sociétal, par un projet politique. Évidemment, ça fait aucun doute. Et évidemment, pour revenir sur la régulation, il faut que l'État s'en empare. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même plus une question, c'est même plus une idée qui fait débat, entre guillemets. Le politique a compris que la transformation numérique était devenue un enjeu sociétal, voire un enjeu politique, d'où l'action de l'Union européenne pour essayer de construire cette sorte de troisième voie techno-humaniste. Mais c'est Oui, mon seul sujet, oui, c'est depuis tout à l'heure, c'est comment faire coexister ces deux idées qui me semblent dans ma tête, mais peut-être justement je comprends pas quelque chose, qui me semble un petit peu contradictoire. non, enfin c'est pas contradictoire, c'est que c'est deux sujets. En fait, c'est deux temporalités différentes. Il y a un moment où évidemment qu'on peut réguler le numérique ou alors le soumettre à un projet politique. Et ça va, d'une certaine façon, ça va marcher de la même façon que quand la Silicon Valley décide de développer une sorte de techno-économie ultra disruptive, néolibérale, etc. Ça a des impacts à court terme qui font que c'est extrêmement efficace de transformer la société selon leurs intérêts et selon leurs idées. Mais
ça change. Même si on le fait, je pense qu'il reste dans le fond un axe. C'est pas parce qu'on décide de mettre le RGP, de réguler une technologie ou de la soumettre à un projet à un moment donné, qu'elle n'a pas un impact autre qui échappe à cette réglementation, à ce contrôle qui finalement reste un contrôle de surface. Et moi, c'est ça qui me. C'est d'ailleurs, on s'en rend compte en permanence parce qu'avec le problème de temporalité de la réglementation, finalement, les réglementations et les projets, entre guillemets, politiques, ils sont jamais très efficaces dans le temps. Ils finissent toujours par se faire dépasser, soit par une nouvelle innovation, soit par une nouvelle pratique, un nouvel usage, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir alors, il y a le niveau du policy maker, il y a le niveau du régulateur qui est obligé d'agir dans le présent. En fait, il y a la question plus philosophique, plus théorique, beaucoup plus abstraite, qui est de poser la question au niveau du système et pas de la réalité du politique contre lobby ou de la démocratie contre capitalisme à un moment T, mais au niveau du système global, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un moment, on n'aurait pas pu, si on prend un autre exemple dans l'histoire, on n'aurait pas pu réguler la transformation profonde que, je sais pas moi, que la physique newtonienne a imprimée sur les consciences européennes et qui a finalement co-créé la Révolution française. Et c'est ça que je veux dire avec le numérique. C'est qu'il y a une part des choses où qui nous oblige, il y a une part de la transformation numérique qui nous oblige à faire un pas en arrière et à se dire, derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est beaucoup, finalement, ce qui se passe, je crois, en tout cas, c'est l'hypothèse que je défends, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut faire au niveau pratique de la réglementation ou de l'instrumentalisation politique à un moment donné, à un moment T. C'est peut-être une question voilà. Bonjour, j'ai des centaines de questions à vous poser. Il faut que j'en choisisse une. Il me reste peu de temps. Je remercie l'organisation d'ASDN. C'est toujours passionnant vos sujets. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de Web3, vous avez apporté un des éléments qui était la capitalisation possible, enfin les NFT. Moi, ce que je vois dans le Web3, qui peut prendre plein de formes diverses, hein, c'est un terme assez fourre-tout, c'est la décentralisation et le fait qu'aujourd'hui, si les plateformes et si les États peuvent encore exercer un pouvoir sur le numérique, sur l'information qui circule, sur l'information qui est collectée, dans les buts de surveillance ou dans les buts de manipulation d'informations, parce que les fake news ne sont pas l'apanage des puissances étrangères. L'État même se sert de la fake news pour manipuler la population. Bon. Quand cette centralisation disparaît et que toute information qui apparaît sur une blockchain ou sur autre chose, et qu'il n'y a plus une plateforme pour dire ça on va pas le laisser passer, ça on va le diffuser, ça on va pas le diffuser. Ça c'est un trouble politique. Ça c'est quelque chose qui est disruptif au niveau politique, à mon avis. Peut-être pas que l'autre. En fait, même plus qu'au niveau politique, la décentralisation pure, qui effectivement est une innovation, enfin c'est la grande innovation qu'apporte la blockchain. Après, certains disent que c'est pas vrai, qu'il y a d'autres technologies qui permettaient de décentraliser aussi. Disons que c'est la blockchain qui l'a mise en œuvre. Ça pose de façon la plus efficace, en tout cas la plus majoritairement adoptée. Ça pose un enjeu, plus que politique, ça pose un enjeu juridique, qui est que le droit, tel qu'on le conçoit, ne peut pas exister sans personne, enfin, sans entité centralisée. Ce que je veux dire par là, c'est sans personne physique ou morale qui doit être tenue de responsable d'une action. Donc en fait, la décentralisation, ça disrupte complètement le cadre juridique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que le régulateur, notamment européen, a un énorme problème avec les nouvelles innovations, notamment dans la finance décentralisée. On ne sait pas comment accepter, comment tolérer, comment protéger
le reste des droits de l'individu, du consommateur, de l'utilisateur, dans le cadre d'une plateforme décentralisée. Bon, d'ailleurs, il va y avoir une sorte de combat de coq dans l'arène entre le réglementaire et la finance décentralisée, mais et je sais pas qui en sortira gagnant, mais là il est même question de mettre le Data Act européen envisage la possibilité de mettre des backdoors dans les smart, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais dans les smart contracts pour pouvoir retrouver une façon d'attribuer une responsabilité juridique à quelqu'un. On a connu un moment dans l'histoire, il y a 15 ans, quand le pair à pair était, qui est quand même une technologie décentralisée pour le coup et même complètement acentrée, qui justement avait beaucoup d'usage dans la société, et la solution finalement du régulateur, ça a été de couper. de couper. Ouais. Donc c'est très possible que la même chose, se passe pour le smart contract. Il nous reste 3 minutes, ou sinon on peut... Je reviens un peu sur la fin, et ce que je trouve d'intéressant dans le couple individu-relation que vous avez, qui sous-tend le truc, et dans cette volonté de dépassement des technocritiques. Moi, il y a une lecture que j'ai beaucoup eue, et que vous citez un tout petit peu, qui est Hartmut Rosa, où on sent qu'il a fait un peu ce chemin. C'est-à-dire qu'il a fait l'accélération, qui est quand même une lecture intéressante de l'accélération du changement social, la difficulté des institutions à suivre cette accélération qui sous-tend beaucoup la technologie. Puis après, il a écrit son bouquin Résonance, où il a dit, en gros, point de technocritique, je simplifie à l'excès, mais point de technocritique, trouvons une voie de dépassement, un peu une idée théorique qui permette de dépasser ça, de réguler, et il dit, en gros, c'est l'idée de résonance, c'est cette bonne relation de l'individu au monde. Et en gros, je résous un peu mon problème de dissolution de l'individu dans le système déterministe de la relation, pour en essayant de trouver cette relation juste, c'est ça. Et en fait, son bouquin est passionnant. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je dis, moi, parce que je partage un peu cette quête de dépassement des technocritiques et de recherche de quelque chose de plus profond ou d'une idée un peu plus haute qui nous permette aussi d'avoir un idéal auquel se référer pour aussi dépasser cette espèce de sentiment atroce dans lequel, moi aussi, les années de Snowden, d'Assange et de Shoshana Zuboff m'ont plongé, un peu plombé malgré tout, pour essayer de trouver aussi quelque chose d'un peu plus haut ou de plus profond, et ça. Et pour autant, même Rosa, à la fin, quand il a écrit son bouquin d'après, Rendre le monde indisponible, à la fin, en gros, il dit, enfin, il le dit pas je simplifie et je vulgarise un peu tout ça, mais parce que, en plus, il a une pensée un peu plus complexe et profonde que ça. Mais il dit, oui, mais en gros, on n'y arrive pas, et il revient à une posture un peu qu'on pourrait assimiler à une posture technocritique, qui est de dire, il faut du repli, il faut de l'extraction, il faut quand même arriver à fabriquer de la mise à distance et du contrôle de tout ça et de la maîtrise. Voilà. Et je trouve qu'on vit un moment depuis quelques mois où on se dit que c'est impossible. Moi, je suis à nouveau, j'étais dans cette volonté de dépassement des technocritiques depuis un certain temps, etc. Et là, je me dis, waouh, on est en train de faire un moment d'accélération de la puissance des technologies, d'intelligence artificielle notamment. On se dit, mais comment reprendre de la maîtrise, comment retrouver de la gouvernance, comment remettre de l'individu dans tout ça, réaffirmer, voilà, ou réisoler l'individu de son flux de données, de son flux de déterminisme, etc. Et peut-être que c'est là, effectivement, que le régulateur doit avoir, et que le moment un peu IA et Web3 où on se dit non, en fait on va y aller, on appuie sur le champignon parce qu'on a de toute façon, enfin on appuie, la technologie appuie elle-même sur le champignon. Il n'y a même pas quelques acteurs qui décident. Là pour le coup, il n'y a pas un Bill Clinton qui avec un Al Gore se dise on y va droit devant. C'est des milliers et des millions de personnes qui appuient à plein d'endroits différents de manière simultanée, avec aussi des projets politiques. Non, mais et donc on se dit voilà, et cette tentation du repli et de la refabrication d'un individu, de se dire on va lui redonner des droits, on va le recirconscrire, on va lui redonner du pouvoir, me semble quand même malgré tout une idée assez forte et valable pour refabriquer de la régulation politique. Et en même temps, on s'est dit que c'est pas opérant pour répondre à la profondeur de la révolution qu'on a, quoi. C'est-à-dire que on a des débats chez Renaissance Numérique sur le corps de l'individu, comment le réguler, le corps de l'individu dans le métavers. Et vous faites pas mal de trucs sur Antoine Rouvois, le double statistique, etc., mon jumeau numérique, etc. Voilà. On voit bien
que réduire, circonscrire, arrêter n'est pas une bonne méthode de régulation uniquement, qu'émettre des droits ne répond pas. Et donc, alors, j'ai pas tellement de questions d'ailleurs, c'est tout ça, voilà, un grand développement. Mais est-ce que vous avez une voie de déplacement ou parce que dans cette voie de déplacement, cette haute idée où vous dites que oui, il faudrait redéfinir les questions, mais vous avez une philosophie ou une technocritique ou une première piste à laquelle vous raccrochez, ou est-ce que à la fin, on risque pas de retomber en dépression profonde, on se dit en fait, on a une quête d'essayer de trouver un système explicatif ou de retrouver une poésie, de retrouver un idéal qui nous permette de résoudre le problème, mais en fait, il est impossible. Mais justement, à un moment, vous avez lu dans l'intro, j'ai dit, il ne faut pas aller contre elle, il faut aller avec elle. Moi, je me suis dit que justement, ma voix, ça n'allait pas être celle d'une sorte de soustraction de l'individu et d'essayer de remettre une sorte de frontière pour se dire, ah, je vais reprendre le pouvoir sur quelque chose qui, de toute façon, m'englobe et me codétermine et est devenu tellement partie de moi en tant qu'individu et en tant qu'être social que je c'est presque perdu d'avance, effectivement. Rendre le monde indisponible, c'est devenu se rendre indisponible au monde. C'est ça le problème. Donc moi, je me suis dit, là où je vais trouver une sorte de pouvoir agentiel et de reprise en main des choses, c'est pas en essayant de reprendre la main sur la technologie et la réglementation de la technologie, même si je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, d'un point de vue philosophique et de la théorie politique, je me suis dit, il faut reprendre la main sur le politique. C'est là-dessus qu'il faut reprendre la main. Et il faut se dire, et ça, c'est un champ énorme parce que le politique, on sait faire. On est encore des individus modernes malgré tout. C'est-à-dire, on a ça en nous. On est capable d'imaginer un système politique. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est là-dessus qu'il faut agir. Et il faut se dire, là, on est accepté. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être qu'au lieu d'appeler ça une posture politique, j'aurais dû dire presque une posture. J'aurais dû aller chercher des métaphores du style méditation, yoga et compagnie, une sorte de posture holistique. On dit, OK, là, on a accepté. Si on veut pas faire la révolution totale et brûler toutes les antennes 5G, qu'on accepte qu'on est dans une société numérique, on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on se dit, OK, on accepte cette réalité-là. Quel régime politique on invente qui nous satisfasse, qui réponde à nos désirs d'homo numericus aujourd'hui et qui répondent aussi aux valeurs qu'on a envie de créer, qu'on a envie de continuer de promouvoir. Du coup, ça fait une conclusion. C'est pas mal. Donc, ça s'appelle Décoder, une contre-histoire du numérique. Ça, c'est le sous-titre. Ça fait un peu le sous-titre d'éditeur qui vous l'a suggéré. Je sais pas, j'ai l'impression pour contre-histoire, ça fait un peu. Voilà, voilà. Et c'est chez Bouquin. Et merci à Charline Bondy d'être venue en parler avec nous. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.